Il y a des matins où le soleil se lève sur Abidjan comme si rien ne s'était jamais passé. Comme si la ville avait dormi paisiblement, bercée par le souffle de la lagune, sans se souvenir des larmes qui s'y sont noyées, des cris qui s'y sont étouffés, des rêves qui s'y sont effacés avant même d'avoir eu le temps d'exister. Ce matin-là, c'était un de ces matins-là. Je m'appelais encore Adjoa. Mais j'étais devenu quelqu'un d'autre. 3 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté la maison de tante Célestine. 3 ans depuis que j'avais posé mes 2 pieds sur le béton de ma propre vie, avec rien dans les mains, mais quelque chose d'intact dans la poitrine, cette petite flamme que personne n'avait réussi à souffler, même quand ils avaient tout essayé. J'avais un appartement. Petit, mais à moi. 2 pièces au 2e étage d'un immeuble à Yopougon, avec une fenêtre qui donnait sur un manguier. Chaque matin, je regardais cet arbre. Il était vieux, noueux, un peu penché. Mais il portait encore des fruits. Je me reconnaissais en lui. Je travaillais dans un cabinet comptable depuis 18 mois. Mon patron, Monsieur Kouassi, était un homme sévère mais juste, le genre d'homme qui juge les gens sur ce qu'ils font et non sur d'où ils viennent. Il m'avait donné ma chance. Je ne l'avais pas gaspillée. La vie ne chantait pas encore, mais elle murmurait. Et ce murmure, après des années de silence forcé, me semblait être la plus belle des mélodies. C'est dans ce murmure que Stéphane est réapparu. Je ne l'avais pas vu depuis 7 ans. 7 ans. Le temps qu'il faut à un enfant pour apprendre à lire, à compter, à comprendre le monde. Le temps qu'il m'avait fallu, moi, pour désapprendre la douleur. Stéphane était le fils aîné de tante Célestine. Mais il n'était pas comme les autres. Il avait quitté la maison bien avant moi, parti étudier à Dakar, puis à Paris, puis disparu dans cette Europe que les jeunes Africains regardent comme un paradis dont ils ne connaissent pas les hivers. Je n'avais jamais vraiment compris pourquoi il était parti si vite, si loin, sans se retourner. À l'époque, j'avais pensé qu'il m'abandonnait, lui aussi. Comme tous les autres. Ce soir-là, je rentrais du travail. Il était presque 19 heures. L'air sentait le brûler, comme toujours à 7 heures à Yopougon, quelque part, une voisine faisait frire du poisson, et cette odeur familière se mêlait à celle de la poussière rouge soulevée par les carses bondées. J'avais les pieds lourds et l'esprit occupé par un bilan que je n'arrivais pas à équilibrer depuis la veille. C'est en poussant le portail de mon immeuble que je l'ai vu. Il était assis sur les marches, les coudes sur les genoux, la tête légèrement baissée. Il portait un jean sombre et une chemise blanche. Ses cheveux avaient poussé. Il avait vieilli, pas comme vieillissent les gens heureux, qui prennent de la rondeur et de la légèreté, mais comme vieillissent ceux qui ont porté des choses lourdes trop longtemps. Quand il a levé les yeux vers moi, j'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine. Pas de la tendresse. Pas encore. Quelque chose d'autre, un mélange de surprise et de méfiance, comme quand on voit un nuage sombre dans un ciel qu'on croyait dégagé. Adjoa, il a dit. Sa voix était la même. Grave, un peu douce. La voix que j'avais entendu me dire, ça va aller, un soir où j'avais 7 ans et que je pleurais en cachette dans le couloir, après que tante Célestine m'avait giflé pour avoir renversé une tasse de thé. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai demandé. Je n'ai pas dit bonjour. Je n'ai pas dit ça fait longtemps. Il n'y avait pas de place pour les politesses dans ce moment. Il y avait trop de choses en dessous, trop de questions que j'avais gardées dans ma gorge pendant des années. Il s'est levé lentement. Il était plus grand que dans mon souvenir. Il faut qu'on parle, il a dit. S'il te plaît. Ce « s'il te plaît » m'a traversé comme une aiguille. Stéphane ne suppliait jamais. Dans cette famille où chacun cherchait à dominer l'autre, lui était celui qui gardait son calme, sa distance, sa fierté. L'entendre dire « s'il te plaît » à moi, l'ancienne petite bonne, m'a dit que quelque chose avait changé dans l'ordre du monde. Je l'ai fait entrer. Mon appartement était propre et simple. Une table, 2 chaises, un canapé que j'avais trouvé chez un brocanteur du marché d'Adjamé. Des livres empilés dans un coin. Pas grand-chose, mais chaque objet avait été choisi par moi, payé par moi, posé là par mes propres mains. Ce petit appartement était le symbole de tout ce que j'avais construit après le naufrage. Stéphane regardait autour de lui avec quelque chose dans les yeux que je n'ai reconnu qu'un peu plus tard. Du respect. Peut-être même de l'admiration. Il s'est assis. J'ai posé 2 verres d'eau sur la table, je n'avais rien d'autre à offrir ce soir-là, et je me suis installé en face de lui. Le silence entre nous était épais comme une nuit sans lune. Comment tu m'as trouvé? J'ai demandé. Par Kouamé. Le fils de ta voisine d'en bas.
On se connaît depuis l'université. J'ai hoché la tête. Abidjan est une grande ville, mais les histoires s'y croisent comme des sentiers dans une forêt. Pourquoi tu es là, Stéphane? Il a pris une longue inspiration. Ses mains, posées à plat sur la table, se sont légèrement crispées. Pour te demander pardon, il a dit. Et pour te dire la vérité. On dit chez nous, le mensonge court vite, mais la vérité connaît tous les chemins. Ce soir-là, la vérité avait enfin trouvé le chemin jusqu'à moi. Stéphane a parlé pendant presque 2 heures. Il a parlé lentement, comme quelqu'un qui a répété ces mots 1000 fois dans sa tête mais qui découvre, en les prononçant à voix haute, à quel point ils pèsent. Il m'a dit ce que je savais déjà en partie, que sa mère, tante Célestine, m'avait traité comme une esclave domestique. Que pendant des années, pendant que ses enfants allaient à l'école, apprenaient, grandissaient, j'étais celle qui cuisinait, lavait, repassait, gardait, sans jamais rien recevoir en retour. Il m'a dit qu'il le savait. Qu'il avait vu. Et qu'il était parti, en partie, parce qu'il ne supportait plus de voir ça sans avoir le courage de l'arrêter. Tu es parti pour ne pas avoir à agir, j'ai dit. Ce n'est pas de l'impuissance. C'est de la lâcheté. Les mots sont sortis sans que je les ai vraiment choisis. Mais ils étaient vrais, et il le savait. Il n'a pas protesté. Il a baissé la tête. Oui, il a dit. C'était de la lâcheté. Je le sais. Et je vis avec ça depuis 7 ans. Je l'ai regardé. Ses yeux étaient brillants. Pas de larmes qui coulent, les larmes des hommes de cette génération restent souvent prisonnières, mais ce brillant-là, cette humidité retenue, valait toutes les larmes du monde. Puis il a dit autre chose. Et c'est là que tout a basculé. Ma mère a reçu de l'argent. Pour toi. J'ai arrêté de respirer. Quoi? Quand ta mère est morte, que Dieu ait son âme, elle avait une petite épargne. Pas beaucoup. Mais quelque chose. Environ 80 000 francs CFA, déposés chez le chef du village, avec la consigne que cet argent devait servir à ta scolarité. À ton avenir. Ma mère l'a récupéré. Elle a dit qu'elle s'occuperait de tout. Le sang s'est mis à battre dans mes tempes. 80 000 francs CFA. Pour une femme comme ma mère, c'était une fortune. Elle avait économisé ça pour moi. Avec ses mains abîmées par le travail, avec ses nuits courtes et ses journées longues, elle avait mis de côté de quoi m'offrir un avenir. Et tante Célestine l'avait pris. Elle a utilisé cet argent pour refaire la salle à manger, a dit Stéphane, les yeux toujours baissés. J'ai trouvé le reçu il y a 2 ans, en faisant le tri des papiers de la maison. J'ai confronté ma mère. Elle a d'abord nié. Puis elle a dit que c'était pour le bien de la famille. Pour ton bien aussi. Que te loger et te nourrir, c'était déjà suffisant. Te loger et te nourrir. Ces mots ont résonné dans ma tête comme une cloche fêlée. Te loger dans la chambre du fond, sans fenêtre, sans ventilateur. Te nourrir des restes, après que tout le monde avait mangé. Te faire croire que tu devais être reconnaissante pour des miettes. J'ai posé mes 2 mains à plat sur la table. Je les regardais. Ces mains qui avaient lavé tant de linge. Qui avaient frotté tant de sol. Qui avaient tressé tant de cheveux, ceux de Marlène, surtout, chaque dimanche matin, pendant que Marlène me regardait dans le miroir avec ses yeux mi-tendres mi-méprisants, comme on regarde un objet qu'on utilise sans vraiment y penser. J'aurais pu pleurer. J'aurais pu crier. Mais je n'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai senti quelque chose de plus profond que la colère, quelque chose qui ressemblait à une confirmation. Comme si une partie de moi avait toujours su, sans jamais avoir les preuves. Et maintenant que les preuves étaient là, posées sur ma table comme des pierres froides, je ne savais plus si je devais m'en libérer ou en être écrasé. Pourquoi tu me dis ça maintenant? J'ai demandé. Il a levé les yeux. Parce que ma mère est malade, Adjoua. Ce n'est pas parce que l'arbre est tombé qu'il faut danser sur ses racines. Tante Célestine avait un cancer. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais à rien de tout ça ce soir-là. J'avais quitté mon bureau avec un bilan comptable en tête et je me retrouvais assise en face du fils aîné de la femme qui avait volé mon enfance, en train d'apprendre qu'elle était en train de mourir. Le cancer du foie. Découvert 3 mois plus tôt, déjà à un stade avancé. Les médecins avaient dit que, sans traitement intensif, elle n'en avait peut-être que pour 6 à 8 mois. Elle a demandé à te voir, a dit Stéphane. Là, j'ai ri. Pas un rire de joie. Un rire court, sec, involontaire, le genre de rire qui sort quand quelque chose dépasse la capacité qu'on a à le comprendre.
Elle a demandé à me voir. Oui. Après tout ce qu'elle m'a fait. Oui. J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, la nuit était tombée sur Yopougon. Les lumières des maisons trouaient l'obscurité comme autant de petits feux. Quelque part, quelqu'un chantait une voix de femme, grave et belle, qui portait quelque chose de vieux et de douloureux dans ses notes. J'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à ses 80 000 francs. J'ai pensé à toutes les nuits où j'avais pleuré dans le noir, à toutes les fois où j'avais faim et que je ne pouvais pas le dire, à toutes les humiliations petites et grandes qui s'étaient accumulées en moi comme des cailloux dans une rivière jusqu'à presque en barrer le cours. Et j'ai dit: je vais y réfléchir. Stéphane a hoché la tête. Il a compris que c'était tout ce qu'il pouvait obtenir ce soir. Il s'est levé. Avant de partir, il a posé une enveloppe sur la table. Quoi que tu décides, il a dit, cet argent t'appartient. Ce n'est pas la somme exacte, j'ai fait de mon mieux. Mais c'est ma façon de commencer à réparer. Je n'ai pas touché l'enveloppe. Pas ce soir-là. Après qu'il soit parti, je me suis assise par terre, le dos contre le canapé, et j'ai regardé le plafond pendant longtemps. Au dehors, la ville vivait sa vie bruyante et indifférente. Et moi, j'étais là, au milieu de ma propre histoire, à un croisement que je n'avais pas demandé. 3 jours après la visite de Stéphane, Marlène m'a appelé. Je ne sais pas comment elle avait eu mon numéro. Probablement par son frère. Je l'ai vu s'afficher sur mon écran, Marlène sait, et j'ai failli ne pas répondre. J'avais le doigt au-dessus de la touche rouge, prête à effacer ce nom comme on chasse une mouche. Mais j'ai répondu. Adjoa? Sa voix était différente. Plus petite. Moins assurée. Marlène, dans mon souvenir, avait toujours cette façon de parler qui prenait tout l'espace haute, claire, la voix de quelqu'un qui a grandi en sachant que le monde lui appartenait. Cette voix-là était différente. Elle cherchait quelque chose. Un appui, peut-être. Oui, j'ai dit. C'est Marlène. Je sais. Un silence. Tu vas bien? J'aurais voulu lui dire, je vais bien depuis que je t'ai quitté. Mais j'ai gardé ça en moi. Je vais bien. Et toi? Elle a soupiré. Ce soupir-là m'a tout dit avant qu'elle ouvre la bouche. C'est maman. Tu sais déjà, je suppose. Stéphane t'a parlé. Oui. Elle va vraiment mal, Adjoa. Elle parle de toi. Souvent. Elle dit ton nom en dormant parfois. Les infirmières pensent qu'elle délire, mais moi je sais que non. Je sais qu'elle a besoin de te voir. J'ai fermé les yeux. Dans ma tête, des images se bousculaient, tante Célestine me poussant contre le mur de la cuisine parce que la sauce n'était pas assez salée. Tante Célestine riant avec ses amis pendant que je repassais leur boubou en nage. Tante Célestine me disant, un jour de ma 15e année, d'une voix calme et terrible, tu n'es rien. Tu n'auras jamais rien. Sois reconnaissante qu'on te garde. Marlène, j'ai dit lentement. Je n'ai pas oublié ce que ta mère m'a fait. Et je n'ai pas oublié ce que toi, tu m'as fait. Silence de l'autre côté. Je sais, elle a dit. 2 mots. Et dans ces 2 mots, quelque chose que je n'avais jamais entendu venir d'elle. Quelque chose qui ressemblait à de la honte. Moi aussi, j'ai honte, elle a continué. De t'avoir laissé dans cette situation. De ne jamais m'être interposé. J'avais mes propres peurs, mes propres lâchetés. Ce n'est pas une excuse. Mais c'est la vérité. Je ne me suis pas laissé attendrir immédiatement. Je suis humaine, et l'humain qui a été blessé garde ses cicatrices même quand les plaies sont fermées. Mais j'ai écouté. Et quelque chose, quelque part au fond de moi, a légèrement bougé. Je vais y réfléchir, j'ai dit encore. Et j'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis levé vers 2 heures du matin et je suis sorti sur le petit balcon de mon appartement. Le ciel d'Abidjan n'est jamais vraiment noir, la ville y met trop de lumière, trop de vie, mais il avait ce soir-là une profondeur étrange, comme si les étoiles essayaient de percer à travers le voile orangé de la ville pour me parler. J'ai pensé à ma mère. Pas comme je pensais à elle d'habitude, avec cette tristesse sourde et résignée de l'orpheline, mais vraiment. En cherchant à l'entendre. Ma mère s'appelait Akissi. Elle était couturière. Elle avait les mains douces malgré le travail, et elle sentait le savon et le beurre de karité. Quand j'avais 5 ans, elle me coiffait chaque soir en chantant des chansons en dioula, en baoulé, en français mélangé, des chansons qui n'existaient que pour moi.
Elle est morte d'une fièvre mal soignée quand j'en avais 8. Et depuis cette nuit-là, j'avais grandi dans la maison de tante Célestine, avec la sensation d'avoir été avalée vivante par quelque chose que je ne comprenais pas encore. Mais ma mère, avant de mourir, avait économisé de l'argent pour moi. Elle n'avait pas grand-chose, et pourtant elle avait mis de côté ce qu'elle pouvait. Parce qu'elle savait que le monde peut être dur pour une petite fille sans père et sans mère. Parce qu'elle voulait que j'aie une chance. Et tante Célestine avait pris cet argent-là. J'ai serré le bord du balcon tellement fort que mes phalanges ont blanchi. « Qu'est-ce que tu ferais, maman ?» J'ai murmuré dans la nuit. Le vent a soufflé doucement dans le manguier. Les feuilles ont frémi. Et j'ai entendu, pas vraiment avec mes oreilles mais avec cette partie de l'âme qui sait des choses que la raison n'arrive pas à formuler, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à sa voix. « Ma fille, on ne pardonne pas pour l'autre. On pardonne pour soi. Pour ne pas devenir ce qu'on a combattu. » Je ne sais pas si c'était elle. Je ne sais pas si c'était moi. Peut-être que ça n'avait pas d'importance. Je suis rentré. J'ai pris l'enveloppe que Stéphane avait laissée. Je l'ai ouverte. Il y avait de l'argent, 120 000 francs. Plus que ce qui avait été volé. Un geste maladroit, imparfait, mais réel. Et un petit mot, écrit à la main. Tu méritais mieux. Tu mérites encore mieux. S. Je l'ai relu 3 fois. Puis j'ai pleuré. Enfin. Vraiment pleurer, pas ces larmes retenues, économisées, que je m'accordais parfois en secret, mais pleurer comme on se vide, comme on lâche quelque chose qu'on portait depuis si longtemps que ça avait fini par faire partie du corps. J'ai pleuré pour ma mère. Pour l'enfant que j'avais été. Pour toutes les versions de moi qui avaient survécu sans savoir comment. Et quelque part dans ce déluge, j'ai pris une décision. Je pensais avoir fait la paix avec le passé. Mais le passé, lui, n'en avait pas toujours fini avec moi. Gontran est le fils cadet de tante Célestine. Celui que j'avais le plus aimé, enfant, il avait 2 ans de moins que moi et me suivait partout comme une ombre, m'appelant « grande sœur », malgré tout ce que sa mère faisait pour effacer ce lien-là. Il avait grandi. Je l'avais croisé 1 ou 2 fois après mon départ, sans vraiment m'arrêter. C'est lui qui est venu me voir le lendemain du coup de fil de Marlène. Il avait l'air défait. Les yeux creusés, les vêtements un peu froissés, cette expression de quelqu'un qui a passé la nuit assis sans dormir. « Je sais que tu es en colère », il a dit, debout dans l'encadrement de ma porte. « Je ne te demande pas de ne pas l'être. Je te demande juste de venir. Pas pour elle. Pas pour la famille. Pour toi. Pour te libérer de tout ça une bonne fois. » Je l'ai regardé longtemps. Il avait le visage de quelqu'un qui n'avait pas fait le mal, mais qui l'avait laissé faire, et qui commence seulement, à l'âge adulte, à comprendre ce que ça signifie. « Tu m'appelais grande sœur », j'ai dit. « Oui. Mais tu n'es jamais intervenu non plus. » Il a baissé la tête. « Non. J'avais peur d'elle. J'avais peur de tout. Je suis lâche, Adjoua. Je l'ai toujours été. Mais je suis là maintenant. Être là maintenant. C'est souvent tout ce qu'on peut offrir, le présent, quand le passé est trop lourd à porter. Et parfois, ça doit suffire. Je lui ai dit que j'allais venir. Le vendredi suivant. Le vendredi, je me suis levé à l'aube. Je me suis habillé lentement, soigneusement. J'ai mis ma plus belle robe, un wax orange et or que je m'étais offert pour mon anniversaire l'année passée. Je voulais arriver dans cette maison debout. Pas en victime. Pas en suppliante. Debout. J'ai marché jusqu'à la route, pris un taxi, traversé Abidjan dans la lumière blanche du matin. Les vendeurs installaient leurs étals. Les mototaxis zigzaguaient entre les voitures. La ville s'éveillait avec son énergie habituelle, indifférente à mon histoire, à ma peur, à ce petit nœud qui s'était reformé dans ma gorge depuis la veille. La maison de tante Célestine était dans un quartier de la commune de Cocody, pas le Cocody des villas et des résidences gardées, mais le Cocody des cours communes et des toits en tôle ondulée, où les odeurs de cuisine se mêlent au son des télévisions allumées trop fort. Je connaissais chaque rue, chaque détail. Mon corps les reconnaissait avant ma tête. Devant le portail, j'ai hésité. 1 minute entière. J'ai regardé ce portail bleu, rouillé sur les bords, que j'avais poussé des centaines de fois avec des seaux d'eau ou des cabas de marché plein les bras. Ce portail qui m'avait vu entrer enfant et sortir jeune femme, sans jamais savoir lequel de ces moments valait davantage. J'ai frappé. C'est Marlène qui a ouvert.
Elle avait vieilli, elle aussi, des fils gris aux tempes, un regard plus lourd. Elle m'a regardé et elle n'a pas dit un mot. Elle s'est juste écartée pour me laisser entrer. La cour était la même. Le manguier au fond, plus vieux, les branches plus basses. La cuisine sur la gauche. Le couloir sombre qui menait aux chambres. L'odeur d'encens et de médicaments qui flottait maintenant dans l'air, nouvelle, inquiétante. Stéphane et Gontran étaient là. Ils se sont levés quand je suis entré. Personne ne parlait. Il y avait dans cette maison un silence que je ne lui avais jamais connu, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Elle est dans sa chambre, a dit Stéphane doucement. Elle t'attend. La chambre de tante Célestine était petite et sombre. Les persiennes étaient à demi fermées pour tamiser la lumière. Il y avait une odeur d'eucalyptus et de médicaments, cette odeur particulière des chambres de malades qui vous dit, avant même que vous voyiez quoi que ce soit, que la vie ici est en train de négocier. Elle était allongée sur son lit. Elle avait maigri tellement que j'ai failli ne pas la reconnaître. Tante Célestine avait toujours été une femme de présence, grande et forte, avec cette façon d'occuper l'espace qui vous écrasait sans qu'elle ait à lever le petit doigt. Là, elle était petite. Ses mains sur le drap étaient comme des feuilles sèches. Elle a tourné la tête vers moi. Nos yeux se sont rencontrés. Et quelque chose d'étrange s'est passé. Je m'attendais à ressentir de la colère. De la satisfaction froide, peut-être ce sentiment-là qu'on essaie de ne pas avoir quand on voit tomber quelqu'un qui nous a blessés. Je m'attendais à devoir me battre contre moi-même pour rester debout et digne. Mais ce que j'ai ressenti, c'était autre chose. De la pitié. Pas méprisante, cette pitié sincère, presque douloureuse, qu'on ressent face à quelqu'un de mortel. Face à quelqu'un qui, quoi qu'il ait fait, est fait de la même chair fragile que nous tous. Adjoua, elle a dit. Sa voix était un filet. Un fil qu'on tendait vers moi en espérant que je l'attraperais. Je me suis approché. Je me suis assise sur la chaise à côté du lit. Je ne lui ai pas pris la main. Pas encore. Mais j'étais là. Tu es venu, elle a dit. Je suis venu. Un silence long. Elle regardait le plafond. J'ai fait du mal, elle a dit. Je le sais. J'ai su pendant des années et je n'ai pas voulu le regarder en face. C'est plus facile de ne pas regarder. Je ne lui ai pas dit oui ni non. Je l'ai laissé parler. Ta mère et moi, on ne s'entendait pas bien. Tu ne le savais pas. On était jalouses l'une de l'autre depuis l'enfance. Quand elle est morte, j'ai pensé que prendre soin de toi, c'était ma façon de réparer. Mais j'ai confondu prendre soin et prendre. Et quand j'ai eu la main sur ton argent, j'ai dit à ma conscience que c'était juste. Que j'avais le droit. Parce que je t'hébergeais. Parce que je te nourrissais. Elle a fait une pause. Sa respiration était laborieuse. Ce n'était pas juste. Et toi, tu le méritais pas. J'ai senti ma gorge se serrer. Je cherchais les mots, les bons mots, ceux qui ne brûlent pas mais qui ne manquent pas non plus. Pourquoi tu me demandes de venir? J'ai demandé doucement. Tu veux que je te pardonne pour mourir en paix? Elle a fermé les yeux un instant. Quand elle les a rouverts, il y avait des larmes dans ses cils. Je veux que tu saches la vérité. Et je veux te demander pardon. Pas pour mourir en paix. Je ne mérite peut-être pas ça. Mais parce que tu mérites d'entendre, je suis désolé, de ma bouche, pas d'un intermédiaire. Tu mérites ça au moins. Au moins. 2 petits mots. Et dans ces 2 mots, toute la mesure de ce qu'elle n'avait pas su me donner. Je n'ai pas pleuré dans cette chambre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais déjà pleuré la nuit d'avant. Peut-être parce que j'avais besoin d'être forte à cet instant précis, pour elle, pour moi, pour quelque chose qui nous dépassait toutes les 2. J'ai posé ma main sur la sienne. Ses doigts se sont refermés sur les miens, faiblement, comme agrippent les doigts d'un enfant. Je ne suis pas encore prête à dire que je pardonne, j'ai dit. Mais je suis là. Et c'est déjà quelque chose. Elle a hoché la tête. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, tante Célestine s'est mise à pleurer, vraiment pleurer, sans retenue, comme quelqu'un qui a gardé quelque chose de scellé en elle depuis trop longtemps et à qui on vient enfin d'ouvrir la valve. Je suis resté avec elle ce matin-là. 2 heures. Je ne lui ai pas dit tout ce que j'aurais voulu lui dire. Je n'ai pas vidé tous les sacs. Ce n'était pas le moment, pas parce que ça n'avait pas d'importance, mais parce que certaines vérités ont leur temps. Et ce matin-là, le temps était à autre chose.
à la présence. Simplement. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait des choix. Des choix difficiles, nuancés, imparfaits comme tous les vrais choix de la vie. J'ai décidé de ne pas financer les soins de tante Célestine. Non par vengeance mais parce que ce n'était pas à moi de porter ça. Ses enfants étaient là. Stéphane avait un travail stable. Marlène aussi. C'était leur mère, leur responsabilité. Et si j'avais payé, j'aurais répété exactement le schéma de toujours Adjoa qui donne sans qu'on lui demande son avis, sans qu'on la remercie, sans qu'on la voie vraiment. Ça, je ne me le ferai plus jamais. Mais j'ai continué à venir la voir. Pas chaque semaine. Mais régulièrement. Je venais 1 heure, parfois 2. On parlait ou on ne parlait pas. Elle dormait parfois pendant que j'étais là, et je restais quand même, assise dans cette chaise, à regarder par la fenêtre le même manguier que j'avais regardé enfant. Je lui ai dit, un jour, ce que sa trahison m'avait coûté. Je lui ai parlé de ma mère, de l'argent, des années perdues. Je n'ai pas crié. J'ai juste dit les choses. Posément. Les yeux dans ses yeux. Elle a tout écouté. Elle n'a pas essayé de se justifier. Elle a dit, je sais. Et si je pouvais remonter le temps? Je l'ai arrêté. On ne remonte pas le temps, j'ai dit. On vit avec ce qu'on a fait. Moi, j'ai vécu avec ce que tu m'as fait. Maintenant c'est ton tour de vivre avec ce que tu as fait à moi. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de la vérité. Et la vérité, même dure, est plus propre que le mensonge doux. Marlène et moi avons commencé à nous parler différemment. Pas comme des amis, trop tôt, trop de cicatrices. Mais comme 2 femmes adultes qui reconnaissent mutuellement leur humanité, avec tout ce qu'elle contient d'erreurs et de possibilités. Un soir, elle m'a dit, je t'ai regardé te construire de loin, Adjoa. Et j'ai eu honte, parce que moi, avec tout ce que j'avais, j'ai moins fait que toi avec rien. Je lui ai répondu, le manque forge ce que le confort endort. Ce n'est pas mieux. C'est juste différent. Elle m'a regardé avec quelque chose dans les yeux que je ne lui avais jamais vu. De l'admiration, peut-être. Ou quelque chose qui s'en approchait. Quant à Gontran m'a surprise. Il a commencé à m'appeler « grande sœur » à nouveau. Timidement d'abord, comme quelqu'un qui n'est pas sûr d'avoir le droit. Et peu à peu, ce titre a repris sa vraie couleur, non plus enfantine et nostalgique, mais adulte et réelle. Il m'a demandé un jour si je pouvais l'aider à monter un petit commerce. Je lui ai dit que je ne lui donnerais pas d'argent, mais que je l'aiderais à construire un plan, à réfléchir, à structurer. Ce que j'avais appris au cabinet, je pouvais le partager. On n'aide pas celui qu'on aime en faisant pour lui. On aide en lui apprenant à faire. Tante Célestine a lutté pendant 5 mois. Il y a eu des jours meilleurs et des jours sombres. Des jours où elle appelait ses enfants autour d'elle et parlait de l'avenir comme si elle avait encore des décennies devant elle. Des jours où elle ne reconnaissait plus personne. Et puis il y a eu une nuit de mars où Marlène m'a appelé en pleurant. Je suis arrivé à l'hôpital. Les couloirs sentaient le désinfectant et la vieille peinture. Dans la salle, Stéphane, Marlène, Gontran étaient là. Ils m'ont regardé entrer sans rien dire. J'ai pris ma place parmi eux, naturellement, comme si j'avais toujours eu cette place. Tante Célestine est morte à 5 heures du matin. Elle dormait. Son visage était calme, enfin calme, débarrassé de toutes les tensions que j'y avais toujours vues. J'ai regardé ce visage. Longtemps. Et là, dans cette chambre d'hôpital qui sentait la fin des choses, j'ai senti quelque chose se libérer en moi. Pas de la joie, jamais. Pas même du soulagement au sens habituel du terme. Mais quelque chose qui ressemblait à du repos. Comme quand on pose un fardeau lourd et qu'on réalise que ses épaules ne se souviennent plus exactement de leur propre légèreté. J'ai pleuré à ses funérailles. Les gens m'ont regardé étrangement, certains savaient mon histoire, d'autres non. Mais je pleurais. Pas pour la femme qu'elle avait été avec moi. Pour la femme qu'elle aurait pu être. Pour tout ce que la peur, la jalousie et la petitesse nous font manquer d'être. On ne pleure pas toujours pour ce qu'on a perdu. Parfois, on pleure pour ce qui n'a jamais pu exister. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. J'ai quitté le cabinet comptable de Monsieur Kouassi, non pas parce qu'il avait été mauvais avec moi, mais parce que j'avais appris ce que j'avais à apprendre là. Et le jour où un endroit ne vous apprend plus rien de nouveau, c'est le signe qu'il est temps de partir. J'ai monté mon propre cabinet. Petit, pour l'instant. Un bureau à Marcory, 2 collaboratrices,
une clientèle qui grandit lentement mais sûrement. Ce n'est pas encore ce dont je rêve. Mais c'est à moi. Entièrement, profondément, irréductiblement à moi. Je porte encore des cicatrices. Il faut que je sois honnête là-dessus. Quelqu'un qui vous dit que le pardon guérit tout en une nuit vous ment avec de bonnes intentions. Les blessures d'enfance ne disparaissent pas. Elles se transforment. Elles deviennent autre chose, parfois de la force, parfois de la vigilance, parfois une douleur sourde qui se réveille au mauvais moment. Le travail de guérison n'est jamais fini. Il se fait chaque jour, un peu, comme on arrose une plante. Mais je suis debout. Et debout, c'est déjà une victoire que beaucoup n'ont pas. Stéphane est devenu un ami. Un vrai, de ceux qui vous respectent parce qu'ils vous connaissent vraiment, parce qu'ils ont vu votre bout et votre lumière et qu'ils ont choisi de rester. Nous parlons de temps en temps. De sa vie à Paris, de ma vie ici. De nos erreurs respectives. Marlène s'est mariée. Elle m'a invité à son mariage. Je suis allé. Elle m'a présenté à ses invités comme ma sœur. Pas la fille de ma tante, pas quelqu'un de la famille. Sa sœur. Gontran a ouvert sa boutique. Un petit commerce de produits locaux. Il commence à trouver ses marques. Je passe parfois l'après-midi à l'aider à tenir sa comptabilité. Ce sont des moments simples, presque silencieux, mais qui ont la valeur de tout ce qu'on ne s'est pas dit pendant des années. Et moi, j'apprends. J'apprends à recevoir. C'est plus difficile qu'on ne croit, pour quelqu'un comme moi. J'ai tellement donné sans recevoir que recevoir me met mal à l'aise, comme un habit qu'on n'a pas l'habitude de porter. Mais j'apprends. J'apprends à dire non sans me justifier. À accepter l'aide sans m'endetter émotionnellement. À aimer sans me perdre. À être généreuse sans me vider. J'apprends à exister pour moi-même. Pas pour être utile à quelqu'un. Pas pour mériter une place. Juste parce que j'existe, et que c'est suffisant. Il y a une chose que j'aurais voulu savoir à 8 ans, à 12 ans, à 15 ans, une chose que personne ne m'a dite et que j'ai dû découvrir moi-même, au prix fort. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous traite comme si vous ne valiez rien que vous ne valez rien. La valeur d'une personne ne se trouve pas dans le regard des autres. Elle est là, en elle, dès le début, avant le premier sourire, avant la première réussite, avant qu'on ait prouvé quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle est là dans le simple fait d'être en vie, d'avoir un cœur qui bat, d'avoir une conscience qui cherche. Tante Célestine m'a volé de l'argent. Elle m'a volé des années. Elle m'a volé une partie de mon enfance. Mais elle n'a pas réussi à me voler ça. Cette valeur-là, intime et indestructible, je l'ai gardée sans le savoir, même dans les moments les plus sombres. C'était ma lumière intérieure que personne ne pouvait éteindre. Et vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui peut-être vous trouvez dans une situation qui ressemble à la mienne, ou qui l'avez connue, ou qui connaissez quelqu'un qui la vit, je veux que vous entendiez ceci. On ne vous définit pas. On ne vous réduit pas. On ne vous efface pas. Même quand ils essaient. Même quand vous commencez à les croire. L'enfant que l'on cherche à plier finit par devenir l'arbre que personne ne peut plus courber. J'ai été plié. Longtemps. Jusqu'à ce que mes racines trouvent enfin la bonne terre. Le pardon que j'ai accordé à tante Célestine, imparfait, progressif, sans oubli, n'était pas pour elle. C'était pour moi. C'était pour ne pas porter sa mort dans ma vie comme un poids supplémentaire. C'était pour ne pas devenir à mon tour quelqu'un d'amer, de fermé, d'incapable de laisser entrer la lumière. On pardonne pour soi. Pour être libre. Non pour innocenter l'autre, mais pour se décharger de sa rancœur. Mais pardonner ne signifie pas tout accepter. Ne signifie pas oublier. Ne signifie pas s'exposer à nouveau à la même douleur. Il y a une différence entre pardonner et se soumettre. Entre lâcher prise et se laisser piétiner. Cette différence-là, apprenez-la. Gravez-la dans votre mémoire. C'est peut-être la leçon la plus importante de toute ma vie. La famille est sacrée dans nos cultures africaines. Je le crois profondément. Mais la famille est aussi une relation entre des êtres humains, et les êtres humains peuvent faire du mal. Respecter la famille ne signifie pas accepter d'en être la victime. Respecter ses aînés ne signifie pas se laisser détruire par eux. La famille digne se mérite. Elle ne s'impose pas par la force ou la culpabilité. Et si un jour vous avez à choisir entre votre dignité et l'approbation d'une famille qui vous opprime, choisissez votre dignité. Chaque fois. Sans hésiter. Parce qu'une famille qui exige votre destruction pour exister ne mérite pas ce nom.
Si vous êtes en ce moment dans la position où j'étais, si vous vous sentez seul, exploité, sans valeur, épuisé de donner sans recevoir, je veux que vous sachiez ceci. Il y a un après. Il y a toujours un après. Votre douleur actuelle n'est pas votre destination. C'est juste le chemin. Le chemin est rude, oui. Il fait mal, oui. Mais il mène quelque part. Et ce quelque part, vous pouvez le choisir. Vous méritez une vie qui vous ressemble. Vous méritez d'être vu, respecté, aimé, vraiment aimé, pas utilisé sous couverture d'amour. Ne confondez pas l'amour qui construit et la dépendance qui détruit. Ne confondez pas la gratitude et la servitude. Ne confondez pas la solidarité et l'exploitation. Et quand la vie vous donne une seconde chance, saisissez-la avec les deux mains, les deux pieds, tout votre être. Parce que les secondes chances ne frappent pas toujours deux fois. Ils m'ont appris à plier les genoux. Je leur ai montré comment on se relève. Et c'est cette image-là, moi debout, qui restera. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez en ce moment, vous n'êtes pas seul. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Avec cette petite sœur qui se sacrifie en silence. Avec ce jeune cousin qu'on exploite sans qu'il sache comment partir. Avec cette amie qui croit qu'elle ne mérite pas mieux. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucune histoire. Parce qu'ici, on ne vous raconte pas des contes de fées. On vous raconte la vraie vie avec ses douleurs, ses combats, ses victoires imparfaites et ses leçons précieuses. Laissez un commentaire, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Comment avez-vous trouvé la force de vous relever? Votre témoignage peut être la lumière de quelqu'un d'autre dans l'obscurité. Parce qu'une histoire partagée est une blessure divisée. Et une sagesse transmise est une vie sauvée. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.